Donc, merci d'être là. Je suis enchantée de vous parler de biodiversité, effectivement, pour essayer de voir ce que c'est que la biodiversité en termes évolutifs, les constats scientifiques qui existent actuellement sur son effondrement, et du coup, l'importance pour les sociétés humaines et les solutions qu'on peut imaginer quand on a compris ce que c'était et pourquoi ça s'effondre. Donc en général, quand on parle de biodiversité, souvent on a une image d'Épinal assez fausse, avec une collection de gros animaux assez charismatiques, si on a de la chance, quelques plantes. Et on va voir que vraiment c'est une vision fausse de la biodiversité à plein de points de vue. Il n'y a rien qui va en fait dans l'imaginaire collectif souvent qu'il y a sur la biodiversité. Et que, en fait, si on ne comprend pas ce que c'est que vraiment la biodiversité, on ne peut pas imaginer les bonnes solutions pour la conserver, ni même imaginer pourquoi il faudrait la conserver. Donc il y a plusieurs façons de se représenter de façon plus correcte ce que c'est que la biodiversité. Une première façon, c'est de regarder l'histoire évolutive du vivant. On peut faire un arbre de toutes les espèces sur Terre, de toutes les lignées qui existent actuellement, en prenant un barcode d'informations génétiques. Et donc ça, c'était une surprise dans les années 80 déjà, de voir qu'il y avait 3 domaines du vivant, avec 2 domaines de bactéries qui sont aussi différents les uns des autres qu'ils le sont des autres organismes, les eucaryotes qui incluent les plantes et les animaux. Et que même au sein des eucaryotes, les plantes et les animaux, c'est juste 2 petits rameaux terminaux, et que la majorité des lignées sont des micro-organismes, dont les champignons d'ailleurs, qui sont un groupe frère des animaux et assez loin des plantes. Mais tout le reste, c'est des micro-organismes. Une autre façon de se représenter la biodiversité, c'est proportionnel au nombre d'espèces décrites par la science, donc le nombre d'espèces dans différents groupes qui ont reçu un nom latin binomial. Et donc là, on voit que c'est les insectes, les arthropodes qui sont extrêmement majoritaires en nombre d'espèces décrites. Il y a pas mal d'espèces de champignons, mais très sous-estimées parce que c'est plus difficile à étudier, il y en a plein qu'on ne connaît pas, c'est plus difficile à distinguer des espèces. Donc là, pareil, on voit que les mammifères, par exemple, c'est vraiment un très petit nombre d'espèces par rapport à ce que c'est que la biodiversité. Cela représenté, c'est en biomasse sur Terre. Et donc là, on voit que c'est les plantes qui écrasent tout. La majorité de la biomasse, c'est la lignée des plantes. Et encore une fois, les animaux sont vraiment extrêmement minoritaires. Et quand on zoome sur les animaux, les mammifères sont aussi extrêmement minoritaires. Et les mammifères sauvages, actuellement, en biomasse, ils représentent moins que l'être humain et moins que les animaux domestiqués, le bétail. Et un autre niveau de biodiversité qu'on oublie souvent, c'est la diversité au sein des espèces, la diversité génétique. Donc ça, par exemple, c'est tout la même espèce latine, Canis lupus. L'être humain a domestiqué le chien après le loup gris. Donc c'était le premier organisme vivant domestiqué il y a 20 000 ans. Et en 20 000 ans, donc on a réussi à générer des formes de vie extrêmement différentes. Et donc on voit bien que cette diversité-là, elle est importante. Si on fait disparaître toutes les races de chiens, sauf le bulldog, le chien existera toujours, l'espèce n'aura pas disparu, mais on aura perdu énormément de diversité fonctionnelle. Et ça, c'est pareil chez les espèces sauvages. Il y a souvent des populations adaptées à des environnements différents qui représentent une diversité qui est de la biodiversité. Par exemple, chez le tigre, on peut dire que le tigre n'a pas encore disparu, on a réussi à le conserver, mais il y a déjà 3 sous-espèces de tigres qui ont disparu et qui étaient adaptées à des environnements particuliers. Donc on a perdu de la diversité fonctionnelle. Et chez l'être humain, peut-être là où on se rend plus compte ce que c'est que la diversité génétique. Pareil, si tous les êtres humains disparaissaient, sauf les Anglais, on sent bien qu'on aura perdu énormément de diversité fonctionnelle qui représentent des adaptations à des milieux différents. La couleur de la peau, par exemple, c'est une adaptation à la quantité d'UV qui est reçue. Quand il y a trop d'UV, pour éviter le trop de cancer, une peau avec beaucoup de mélanine, c'est plus avantageux, alors que quand il n'y a pas assez de soleil, pour synthétiser plus de vitamines, il vaut mieux une peau claire. Il y a des populations humaines qui sont adaptées à faire de l'apnée pendant 20 minutes, d'autres populations à vivre en haute altitude. Et donc c'est pareil chez les espèces sauvages, c'est pas une espèce, tout n'est pas pareil. Il y a de la diversité au sein des espèces. Et donc non seulement c'est de la diversité, un niveau de diversité qui est importante, mais on sait depuis Darwin que en fait, non seulement c'est un niveau de biodiversité, mais sans ce niveau-là, en fait, les espèces ne peuvent pas persister, elles ne peuvent pas s'adapter. Que la diversité au sein des espèces, c'est vraiment le carburant de l'adaptation, et donc qui permet aux espèces de se maintenir, à la biodiversité de se maintenir.
Donc Charles Darwin, dans son bouquin en 1859, L'origine des espèces, il a établi une théorie de l'évolution des organismes vivants, donc qui à l'époque n'était pas spécialement, il y avait déjà l'évolution comme idée. Vraiment, ses originalités, c'était que toutes les espèces vivantes descendent d'un unique ancêtre commun par diversification, et surtout le mécanisme d'évolution qui était la sélection naturelle. C'était vraiment ça qui était original. Et donc la sélection naturelle, elle ne peut pas fonctionner sans diversité au sein des espèces. La sélection naturelle, vraiment, c'est il y a de la diversité. Là, il y a des individus plus ou moins gros, plus ou moins bleus. Et là, le fait d'être gros et bleu donne un avantage. Et donc les individus gros et bleus, ils survivent mieux pendant leur vie et ils donnent plus d'enfants parce qu'ils sont capables d'avoir plus de ressources, etc. Et donc nécessairement, si le fait des gros et bleus fait qu'on survive mieux, qu'on laisse plus d'enfants et qu'on fait des enfants gros et bleus, au fil des générations, il y aura de plus en plus d'individus gros et bleus dans la population. C'est la sélection naturelle, c'est l'adaptation. Et donc sans diversité génétique, il ne peut pas y avoir d'adaptation, de sélection naturelle. Et donc les populations ne peuvent pas s'adapter et donc persister à des changements environnementaux. Et donc vraiment, ça c'est une meilleure vision de la biodiversité, la figure dans le livre de Darwin, qui est vraiment un processus dynamique avec sans cesse une adaptation à un environnement changeant, à des espèces de parasites qui évoluent aussi, une diversification, des lignées qui s'éteignent, d'autres qui se reforment. Et c'est ça la biodiversité, c'est pas une collection d'espèces, c'est une dynamique qui fait que globalement ça persiste parce que c'est capable d'évoluer. Et donc la biodiversité, on sait tous que c'est pas un équilibre stable dans le sens où, évidemment, si on la perturbe trop, à un moment elle peut collapser, mais c'est pas non plus un équilibre instable dans le sens où il peut y avoir des perturbations, elle est quand même un peu résiliente. C'est un équilibre dynamique. Comme quand on roule à vélo, on tient en équilibre parce qu'on avance, parce qu'on est en mouvement. Et donc la biodiversité, il faut l'avoir comme ça, pas comme une juxtaposition d'espèces les unes à côté des autres qu'on pourrait conserver dans des eaux. Ce qu'il faut conserver, c'est le mécanisme, la capacité aux espèces de s'adapter, de changer et de persister. Une autre façon de voir le vivant, qui est la théorie d'Olivier Hamann, c'est aussi de voir le vivant comme un aspect très important. La sélection naturelle, en gros, sur plein de générations, elle va pas faire quelque chose qui est hyper performant, hyper optimisé pour un environnement donné, mais plutôt quelque chose qui est robuste, parce que globalement, la sélection se fait sur plein de générations, et les individus tombent par hasard dans différents types d'environnements. Et donc, globalement, ce qui est sélectionné, c'est ce qui, en moyenne, fonctionne bien, mais qui est robuste à des variations, qui est robuste à des variations entre les saisons, entre l'environnement où les enfants tombent, etc. Et donc, on verra que c'est vraiment le contraire de quand on optimise, par exemple en agronomie, où on sélectionne très fortement pour un génotype domain hyper performant, mais qui ne va pas être robuste à des nouveaux pathogènes qui arrivent, à des changements environnementaux qui se produisent. Donc ça c'est l'équilibre de la biodiversité. Or les données scientifiques montrent que cet équilibre-là est en danger, fortement menacé. Donc ça c'est le rapport de l'IPBES, donc je pense que vous connaissez tous la plateforme intergouvernementale qui recense l'état de la biodiversité et les causes de son effondrement. Donc dans son rapport de 2019, il avait fait un rapport sur les espèces en danger, vulnérables, etc. Donc on voit qu'il y a différents groupes plus ou moins en danger. Les coraux, les amphibiens ont plus d'espèces vulnérables que les autres, mais que globalement, on pourrait se dire le pourcentage d'espèces en danger, globalement, c'est pas encore catastrophique. Pourquoi est-ce qu'on parlerait d'effondrement quand on regarde les pourcentages absolus? Mais ce qui est plus alarmant, en fait, c'est la dynamique, le taux de disparition et de mise en danger de ces espèces. Et donc ce taux, on voit qu'il est presque exponentiel. Et ce qui est vraiment alarmant, c'est la rapidité d'extinction actuelle qui fait qu'on parle d'effondrement. Donc vous savez qu'il y a déjà eu 5 extinctions de masse dans le passé. Donc la dernière au Crétacé qui a vu les dinosaures disparaître et 3/4 des espèces sur Terre.
Donc on peut se dire, est-ce qu'on est vraiment dans une 6e extinction de masse, un vrai effondrement? Est-ce qu'on peut comparer les taux actuels de disparition des espèces au taux lors de la dernière extinction de masse? Et si on fait ça, on s'aperçoit qu'en fait, on est carrément au-delà en vitesse d'extinction. Donc là, c'est des données de taux d'extinction pour différents groupes, soit en considérant le nombre d'extinctions qui se sont produites depuis 1500 ou depuis 1980. Et donc là, par exemple, ça veut dire que chez les batraciens, on est à 2 ordres de grandeur plus grand. Donc il y a le taux d'extinction est 165 fois plus rapide qu'à la dernière extinction de masse. Donc on est à 2 ordres de grandeur plus grand. Donc on peut se dire, on est vraiment dans une extinction de masse qui arrive. Alors on peut se dire, au Crétacé, il y a déjà eu 3/4 des espèces qui ont disparu et elles se sont reformées. Donc c'est peut-être pas si catastrophique que ça. Mais oui, si on laisse la biodiversité tranquille, elle pourrait se reformer, mais à des échelles de temps qui ne sont pas des échelles de temps importantes pour les populations humaines. Donc on peut estimer, en regardant les lignées qui disparaissent et combien de temps de telles lignées ont mis pour se former, combien de temps il faudrait pour que la biodiversité se reforme. Et donc, par exemple, il y a une étude d'AMPNAS qui a estimé que les espèces qui vont disparaître dans les 5 prochaines décennies chez les mammifères, il faudrait 5 millions d'années pour qu'elles se reforment, si on les laisse tranquilles. Donc oui, elle se reformera, mais pas aux vitesses qui nous intéressent. Et ce qui est encore plus inquiétant, en fait, plus que le nombre d'espèces ou même leur rapidité d'extinction, en fait, c'est l'effondrement des populations. C'est-à-dire que même pour la plupart des espèces qui n'ont pas encore disparu, le nombre d'individus par espèce s'effondre. Et donc, évidemment, ça veut dire qu'elles ont moins de diversité génétique, elles occupent moins d'habitat et donc moins de capacité à se maintenir et à persister. Donc, un des exemples les plus frappants et documentés, c'est les insectes. Avec donc l'exemple classique de quand on conduit sur l'autoroute où dans les années 70 il y avait toujours des insectes qui se collaient sur le pare-brise et on était obligé de s'arrêter régulièrement pour le nettoyer. Et actuellement il n'y a plus d'insectes qui se collent sur les pare-brises, il n'y a plus d'insectes tout court, quoi. Donc il y a vraiment un effondrement des populations. Et donc il y a des études scientifiques qui documentent ça. Il y a une étude en Angleterre qui a fait sur les pare-brises et les plaques d'immatriculation. Là il y a une étude qui a fait des pièges à insectes dans des zones agricoles en Allemagne. Et on voit que tous les groupes d'insectes diminuent très fortement. Donc là, c'était un piège il y a 30 ans qui était complètement noir d'insectes. Et les pièges actuellement, il n'y a plus d'insectes sur la même durée de temps, etc. Et donc les seuls groupes qui augmentent, c'est les parasites des cultures, les pucerons. Sinon, tous les autres groupes d'arthropodes diminuent très fortement. Et même ça, c'était dans des zones agricoles, mais les études même dans des réserves naturelles montrent pareil que la 3/4 des biomasses d'insectes a disparu en 30 ans. Et donc ça a des conséquences en chaîne sur plein d'autres groupes, y compris les oiseaux, notamment les oiseaux insectivores. Par exemple, l'hirondelle de cheminée a aussi presque perdu 3/4 de ses effectifs en 30 ans. Et donc il y a le suivi temporel des oiseaux communs au Muséum d'histoire naturelle, qui, depuis les années 90, fait vraiment un énorme travail sur tout le territoire français pour recenser toutes les espèces d'oiseaux. Et globalement, à part quelques espèces généralistes, les populations s'effondrent aussi, même si les espèces n'ont pas encore disparu. Donc on peut vraiment parler d'effondrement de la biodiversité et de 6e extinction de masse en vue. Donc quelles sont les causes ? Donc évidemment, il y a le dérèglement climatique qui joue un rôle, mais ce n'est pas encore la pire cause, même si ça risque de le devenir assez rapidement. Et on peut essayer de faire des scénarios, de voir quel impact vont avoir le réchauffement climatique prochainement sur les espèces biologiques. Donc on peut prendre par exemple les scénarios du GIEC qui, suivant des scénarios où on va continuer à émettre autant de CO2 qu'actuellement, ou de ne plus en émettre du tout, ou intermédiaire, prédit des réchauffements moyens, des données bioclimatiques diversifiées. Et donc on peut prendre ces données-là et se dire, par exemple, le hêtre, il se maintient avec telle température, telle humidité, etc. Et donc si je projette les scénarios du GIEC, où est-ce qu'il va se maintenir en France ? Et si on fait ça, donc il y a une étude d'un labo à Grenoble qui a fait ça sur plein d'espèces de plantes en Europe. Et donc ils ont prédit que suivant un scénario même très modéré d'émissions de CO2,
50% des espèces seraient vulnérables prochainement, hein, en 2080, et on perdrait même 60% des espèces de montagne qui sont particulièrement vulnérables parce que souvent elles sont adaptées à des climats assez froids, elles ne peuvent pas migrer plus au nord. Et donc, effectivement, hein, le dérèglement climatique risque d'avoir des conséquences prochainement assez fortes. Et chaque dixième de degré compte. Hein. Par exemple, pour les coraux, la différence entre 1,5 degré moyen de réchauffement et 2 degrés, c'est pratiquement... il en reste un peu versus ils disparaissent complètement. Pareil pour les mammifères, hein, on estime qu'avec seulement 1,5 degré, il y aurait seulement 4% des mammifères qui perderaient la moitié de leur habitat naturel, alors que ça serait presque plus de 41% des mammifères à plus de 3 degrés. Donc actuellement, hein, vous savez sûrement, on voit déjà les effets des dérèglements climatiques et notamment du réchauffement climatique et de la sécheresse hydrique, même en France, hein, dans les forêts. Ces 2 dernières années, les forêts ont vraiment même pas joué leur rôle de puits de carbone tellement elles étaient en mauvais état. Et il y a une mortalité qui augmente dramatiquement. Et donc, c'est pas seulement la température moyenne hein, qui est problématique, c'est les événements extrêmes comme davantage d'inondations, d'incendies, des gels tardifs qui empêchent les plantes de se reproduire et des sécheresses, des épisodes de sécheresse extrême. Et en plus, donc, tous ces scénarios qui prédisent des disparitions d'espèces et tout ça, elles regardent en général si une espèce arrive à se maintenir étant donné une température moyenne, etc. Mais ça ne prend pas en compte qu'une espèce, et c'est un autre aspect hyper important de la biodiversité, une espèce, elle ne se maintient pas toute seule. Une forêt, ce n'est pas juste des hêtres comme ça, les uns à côté des autres. Un arbre, il ne peut pas se maintenir sans ses pollinisateurs, sans ses disperseurs de graines, sans ses champignons symbiotiques. Hein. Les 3/4 des arbres ne peuvent pas pousser sans une symbiose avec un champignon, sans les champignons qui décomposent la matière organique et la recyclent, sans les oiseaux qui mangent leurs ennemis, leurs ravageurs, etc. Donc le dérèglement climatique, ça risque de disrupter toutes ces interactions et que même si une des espèces arriverait un peu à se maintenir et à migrer d'un côté, peut-être que toutes les autres espèces dont elle n'a pas besoin n'arriveront pas. Et ça, c'est vraiment très compliqué à prédire ce qui va se passer. Et donc le dérèglement climatique, c'est même pas encore la cause majeure d'après l'IPBES, c'est la cause à l'échelle de la planète la plus impactante, c'est la destruction des habitats naturels. Donc évidemment, hein, si on détruit la forêt, c'est aussi tous les champignons associés, les insectes associés, toutes les autres espèces de plantes associées, et donc on rase d'un coup une énorme part de biodiversité. C'est vrai aussi pour les environnements comme les environnements d'eau douce. Donc, la mer d'Aral, c'était un des plus grands lacs d'Europe. Et donc, il est pratiquement complètement asséché. Et donc, évidemment, toutes les espèces endémiques qui existaient nulle part ailleurs ont disparu à cause de canaux d'irrigation pour les cultures. Une autre cause de l'effondrement de la biodiversité, c'est la surexploitation. Hein. Donc, pareil, la déforestation, mais aussi, par exemple, dans la mer, toutes les nouvelles techniques de pêche hyper invasives sont en train de vraiment vider tous les océans de leur vie, quoi. On a tellement pêché qu'il n'y avait plus de poissons en surface, donc on invente des chaluts qui raclent tous les fonds sous-marins, qui passent plusieurs fois par an et qui emmènent tout, pas seulement ce qui est pêché, et des espèces qui mènent du temps à se renouveler, et donc on voit que toutes les populations s'effondrent, celles qui sont pêchées, mais aussi globalement la vie dans les océans. Et évidemment, la chasse a aussi mené à l'extinction pas mal d'espèces déjà. Une autre cause qui est un peu moins connue, c'est les espèces envahissantes. Donc, les premières espèces envahissantes, c'était les rats et les serpents qui débarquaient des cales des navires dans les îles avec les explorateurs et qui mangeaient par exemple les œufs des oiseaux qu'il y avait souvent sur les îles. C'est des systèmes assez simples, il n'y a pas beaucoup de prédateurs. Donc les oiseaux avaient évolué pour être un peu plus gros, ils ne volaient pas. Et donc ils ne savaient pas se défendre contre les prédateurs, ils faisaient des nids au sol. Et donc par exemple, il y a un serpent qui a débarqué avec l'armée américaine sur l'île de Guam et qui a déjà fait disparaître 10 des 12 espèces d'oiseaux locales sur cette île. Donc il y a plein, notamment sur les îles, qui sont des systèmes particulièrement vulnérables aux espèces envahissantes.
Les chats aussi font des dégâts énormes sur les oiseaux sur des îles. Il y a aussi des espèces qu'on a introduites exprès, comme la perche du Nil, pour nourrir les populations dans un lac africain et qui a fait disparaître toutes les espèces d'oiseaux, pas mal d'espèces de poissons endémiques de ces lacs-là, les cyclidés, parce que justement c'est un poisson hyper dominant. Il y a d'autres espèces qu'on a introduites exprès, comme cette vigne japonaise, parce qu'il fait des gros rhizomes pour limiter l'érosion des sols. Et en fait, justement, il fait des tellement gros rhizomes qu'on n'arrive pas à l'éradiquer et qui met en danger les espèces locales. Il y a aussi pas mal de champignons pathogènes envahissants qui se dispersent et qui font des dégâts sur la biodiversité. Donc, un exemple bien connu, c'est le chancre du châtaignier qui a complètement décimé les châtaigniers en Amérique du Nord. Donc c'est un champignon qui venait d'Asie. En Europe, il n'a pas trop causé de dégâts parce qu'il est lui-même infecté par un virus qui le rend moins virulent. Mais en ce moment, il y a un autre pathogène qui est en train de décimer des forêts entières, par exemple en Australie, à tel point qu'il y a même des forêts où on n'a même plus le droit d'entrer, ou alors il faut se désinfecter en sortant, on n'a pas le droit de sortir de matériel, tellement ils ont peur que les spores se dispersent. Et donc ça c'est des pathogènes hyper généralistes et qui donc là vraiment déciment des forêts entières. Et donc pareil, c'est une des causes principales sur les batraciens. Donc il y a la pollution, il y a la destruction de leurs habitats, mais aussi un champignon pareil qui s'est répandu à une vitesse effroyable sur la planète, qui est capable d'infecter toutes les espèces de batraciens et qui en fait infecte leur peau et les empêche de respirer. Et il a déjà fait éteindre 120 espèces et il en menace plus de 500 autres. Mais alors, une des causes principales d'effondrement de la biodiversité, et en particulier en Europe, et en particulier sur toutes ces populations d'insectes et d'oiseaux, c'est vraiment les pesticides. C'est vraiment des poisons, des molécules qui sont faites pour tuer, et ils tuent efficacement. Et en général, ils ont une gamme d'actions extrêmement large. C'est toxique des champignons aux êtres humains, à toutes les plantes. Et on en répand de plus en plus. Et donc c'est vraiment ça qui a changé depuis 30 ans et qui est probablement responsable de ces effondrements de populations d'insectes et d'oiseaux. Et donc il y a de plus en plus d'études scientifiques qui documentent vraiment que c'est vraiment une cause majeure d'effondrement des populations d'oiseaux et d'insectes. Donc une étude récente du Muséum d'histoire naturelle qui a réussi à vraiment faire une belle corrélation entre la quantité de pesticides utilisés et l'abondance des oiseaux localement. Et on est vraiment la seule espèce sur Terre qui, empoisonnant notre nourriture, pour que les autres espèces ne la mangent pas, et qui après, on la mange quand même. Et donc, ce qui s'est passé depuis 30 ans, et qui est vraiment un facteur hyper aggravant, c'est le fait que maintenant, non seulement on ne se contente plus de mettre des pesticides quand il y a une maladie, en curatif, on enrobe les graines de pesticides avant de les planter, en préventif, mais donc ça veut dire qu'il y en a partout, tout le temps. C'est-à-dire qu'on inonde les champs de pesticides en permanence. Évidemment, les 3/4 de ce qui est enrobé part dans l'eau, dans les sols, empoisonne les micro-organismes, les vers de terre, ne sert même pas dans la plante. Puis après, la plante, de toute façon, donc elle germe, elle incorpore le poison, elle est toxique pendant toute sa vie, mais même pour ses pollinisateurs, pour tous les autres insectes, pour le sol. Et donc, on est vraiment en train d'empoisonner globalement l'eau, les sols, le vivant, et nous avec. Alors on peut se dire, il y a quand même des tests qui sont faits pour autoriser ces molécules, pour vérifier que ce n'est pas trop toxique. Mais il n'y a rien qui va dans les tests qui sont faits pour homologuer ces pesticides. Donc déjà, ça évalue que la toxicité aiguë et pas trop chronique. C'est-à-dire qu'on va prendre une abeille, on va lui mettre une grosse dose d'insecticide et on regarde si elle meurt. Mais on sait bien que, en fait, par exemple, la cigarette, si vous fumez un paquet d'un coup, vous n'allez pas être bien, mais vous n'allez pas mourir. Tandis que si vous fumez pendant 20 ans, vous avez une chance sur 2 d'en mourir. Et on sait que la même dose de cigarette, si on la raccourcit, elle est moins toxique que si on fume sur une période plus longue. Donc plus on est exposé longtemps, plus une même dose donnée est toxique. Donc il y avait eu un essai en 2018 pour faire des tests chroniques sur les pesticides qui avaient été autorisés. Et en fait, quand on fait ces tests-là, on se rend compte qu'on devrait interdire 80% des herbicides, 75% des fongicides et 90% des insecticides.
Et donc, l'Agence européenne de sécurité, en voyant ces tests-là, a dit non, on peut pas, il faudrait du coup interdire tout, on ne peut pas, donc on ne fait pas des tests de toxicité chronique, on fait que des tests de toxicité aiguë, qui n'étaient vraiment pas la bonne conclusion à tirer. D'autres problèmes de ces tests d'homologation, c'est que ça n'évalue pas l'effet cocktail, c'est-à-dire une seule molécule à la fois, alors que pareil, on sait que quand un insecte, un oiseau, il est soumis à plusieurs types de pesticides, et que ça, c'est pas juste comme 1 + 1, ça a un effet synergique et encore plus toxique. Et puis les néonicotinoïdes, par exemple, ils ne font pas mourir l'abeille, c'est un neurotoxique, ils vont la désorienter, et donc elle ne retrouvera pas sa ruche. Donc si on fait un test en labo pour voir si elle meurt, on peut autoriser le néonicotinoïde, mais dans les faits, dans la nature, c'est comme si elle mourait. Et des tests sont faits par les industriels qui veulent mettre les pesticides sur le marché, pas par des chercheurs indépendants. Donc globalement, on connaît les causes d'effondrement. Il y a un effondrement de la biodiversité, on connaît les causes, les pesticides, les dérèglements climatiques, la destruction des habitats, la surexploitation. On peut se dire, oui, c'est dommage, mais il y a peut-être d'autres priorités, il faut nourrir la planète. Alors pourquoi est-ce qu'on voudrait préserver la biodiversité ? Donc déjà, on peut se dire, la vie a une valeur, on peut dire qu'il y a une valeur intrinsèque, voire religieuse, voire éthique. On peut aussi dire que la biodiversité nous rapporte économiquement en termes de tourisme, par exemple, ou en termes de bonheur, de bien-être. C'est une valeur de la biodiversité, c'est un aspect, c'est ce qu'on appelle les services écosystémiques. Donc, qu'est-ce que nous rend comme service la biodiversité ? Mais alors, plus globalement, on peut se dire, donc si on veut une vision complètement utilitariste, est-ce que pour garantir la survie des populations humaines, combien d'espèces il nous suffit ? Est-ce qu'il nous suffit d'avoir juste quelques espèces de bétail, des poulets, quelques légumes et du blé ? Donc, quel service nous rend la biodiversité ? Donc déjà, en fait, la plupart des médicaments viennent de la nature, sont isolés du venin des serpents, par exemple, qui ont plein de molécules bioactives, évidemment. Les champignons aussi sont très riches en molécules bioactives, donc ils sécrètent des toxines pour se débarrasser de leurs compétiteurs, et nous, on les utilise comme antibiotiques. Donc le premier antibiotique, la pénicilline, c'est Alexander Fleming qui l'a découvert par hasard. Il étudiait ses staphylocoques sur sa boîte de pétri, et il avait un contaminant, un pénicillium. Et il s'est aperçu que les bactéries ne poussaient pas autour. Et donc, au lieu de jeter sa boîte de pétri, il est allé regarder et il s'est aperçu que c'était une toxine. Et il s'est dit, si ça tue les bactéries, les staphylocoques, on peut les utiliser pour la médecine. Et effectivement, c'est ce qu'on fait. Après, on a découvert d'autres antibiotiques. Et on découvre régulièrement des plantes qui ont apparemment sans intérêt, ou des petits animaux, des araignées, des molécules... Un autre type de service écosystémique qu'on tire de la nature et qu'on commence à se rendre compte de l'importance maintenant qui disparaît, c'est la pollinisation. Donc c'est le fait que les insectes, par exemple, vont transporter le pollen des plantes mâles vers les plantes femelles pour les féconder. Donc ça leur permet de faire des fruits, des graines dont on se sert pour notre nourriture. Or, le fait que les populations d'insectes s'effondrent pose déjà des problèmes de production. Notamment par exemple sur les amandiers en Amérique du Nord, où ils sont obligés d'élever de plus en plus de ruches et les transporter d'un bout à l'autre des États-Unis tellement ils sont en manque de pollinisateurs. Et ça ne suffit plus parce qu'elles meurent à un rythme effarant. Et il y a des régions en Asie par exemple où il n'y a tellement pas assez de pollinisateurs qu'ils sont obligés de polliniser à la main les arbres fruitiers. Donc voilà, ça c'est un étal qu'on a actuellement. Et en fait, les 3/4 de nos plantes qu'on utilise pour se nourrir ont besoin de pollinisateurs. Donc ça, c'est ce qu'on aurait sans pollinisateurs. Et donc ça, c'est pareil, un service que nous rend la nature, qui était gratuit et abondant jusque-là, et qui commence vraiment à manquer et à poser des problèmes. Et il y a des services qui sont encore plus globaux et qui dépendent vraiment même pas de quelques espèces. Par exemple, le recyclage de la matière organique, par exemple le bois mort, il n'y a que les champignons qui sont capables de dégrader la lignine, le bois mort. À Tchernobyl, par exemple, dans la zone la plus irradiée, il n'y a plus de décomposeurs, il n'y a plus de champignons, et bien, le bois mort s'entasse et fait encore plus d'incendies et disperse la radioactivité.
Donc là, comme on disait, la plupart des arbres ne peuvent pas pousser sans les champignons qui leur amènent les nutriments qu'ils vont chercher plus loin dans le sol. Les vers de terre, plein d'insectes sont indispensables aussi à la fertilité des sols. Et donc à force de stériliser comme ça les sols, à force de mettre du poison et des sécheresses à répétition, à un moment, il n'y a plus rien qui va pousser. Un autre exemple de décomposeurs de matière organique dont on ne se rend pas compte l'importance tant qu'ils existent, c'est en Australie par exemple, l'être humain a ramené beaucoup de bétail pour sa nourriture, mais il n'y avait pas assez de décomposeurs de bouses locaux. En fait, les bouses de vache n'étaient pas décomposées à la vigne, ils étaient obligés d'importer des tonnes et des tonnes de scarabées pendant des années d'Afrique pour arriver à avoir assez de décomposition de cette matière organique. Et la biodiversité sert aussi globalement à réguler l'eau. Donc le fait qu'il y ait de plus en plus d'inondations, c'est pas seulement le dérèglement climatique, c'est aussi le fait qu'on a fait disparaître toutes les zones humides qui avant tamponnaient contre les excès ou les manques d'eau. Donc ça retenait l'eau quand il y en avait trop et ça le relarguait en période de sécheresse. Donc par exemple à la Nouvelle-Orléans et toutes les inondations récentes, quand on regarde un peu de près, on s'est aperçu, oui, on avait fait disparaître le marais machin, on avait mis des digues un peu trop rectilignes, on avait imperméabilisé les sols et fait disparaître toute la biodiversité qui retenait l'eau ou qui la tamponnait. Un autre service écosystémique essentiel, c'est le stockage du CO2. La biodiversité, les forêts, mais les tourbières par exemple, les océans sont encore plus efficaces que les forêts pour stocker du CO2 qu'on émet. Et on estime par exemple que sans le stockage du CO2 par les forêts et les autres écosystèmes, on serait déjà à 1 degré de réchauffement moyen supplémentaire. Or, les forêts sont en tellement mauvais état qu'elles ne jouent plus depuis 2 ans leur rôle de puits de carbone, de puits de CO2. Et donc ça veut dire que tout ce qu'on émet va avoir un impact encore plus grand sur la la biodiversité a aussi ce rôle d'éviter l'érosion des sols par la racine des végétaux par exemple, et aussi un rôle très important de prévention des épidémies. Donc le fait par exemple qu'il y ait de plus en plus de déforestation, ça va favoriser les zoonoses, les maladies émergentes chez l'homme. Et dans tous les systèmes agricoles, on sait bien que plus c'est homogène avec des centaines d'hectares, avec la même variété de blé qui est cultivée par exemple, si un pathogène arrive, qu'il est adapté à cette variété, il va tout décimer d'un coup, il va se multiplier. C'est comme ça qu'il y avait des grandes famines. La pomme de terre en Irlande, c'est parce qu'ils avaient planté la même variété. En France, on n'a pas eu la famine parce qu'on plantait plusieurs variétés. Pareil sur les oliviers qui sont en train de mourir à cause d'une maladie causée par une bactérie, parce qu'on plante le même clone d'olivier sur des hectares. Donc évidemment, s'il y a un pathogène et avec une telle pression, si on plante le même génotype sur des grandes surfaces, ça fait une pression de sélection énorme pour les pathogènes, donc forcément à un moment, il y en a un qui va être adapté. Or, pendant des siècles, l'être humain a généré de la diversité dans les agrosystèmes. Donc le maïs, par exemple, il a été domestiqué à partir de la théocinthe, une petite plante sauvage à peine mangeable avec des grains très durs, très petits. Et donc à force de sélectionner de génération en génération les grains les plus gros avec le plus d'amidon, etc., l'être humain a vraiment domestiqué, fait évoluer cette espèce pour donner presque une nouvelle espèce et a généré des variétés différentes adaptées localement à des hautes altitudes, à la sécheresse. Et récemment, il y a eu une très forte sélection, vraiment le contraire de la robustesse. On s'est mis à sélectionner des variétés hyper performantes, mais performantes dans un endroit donné, puis on ne se demandait pas qu'est-ce que ça allait donner ailleurs, si les pathogènes, ils n'allaient pas vite s'adapter. Donc évidemment, ils s'adaptent vite, et du coup, on met plein de pesticides, et c'est un cercle vicieux, où plus on pense au lieu de penser en termes de robustesse, on pense en termes de performance, mais c'est pas durable. Et après, la seule réponse, c'est d'ajouter des pesticides qui font que aggraver le problème. Donc, par exemple, un petit exemple des variétés de maïs qui existaient et qu'on n'utilise plus, qui a une baisse de diversité dans les services, dans les systèmes agronomiques. C'est pareil sur les micro-organismes qu'on a domestiqués pour faire du fromage. Donc moi, je travaille sur les champignons, sur les moisissures, par exemple, du fromage. Donc la croûte du camembert, c'est un champignon, un pénicillium,
Et en fait, pareil, on l'a domestiqué. On a sélectionné, il y a moins de 200 ans, un clone blanc, un albinos. Avant, les camemberts et les bries, ils étaient bleus. Donc il y a vraiment des chercheurs qui ont, qui ont isolé un mutant blanc et qui ont essayé de convaincre les producteurs de l'utiliser parce que c'était plus appétissant, ça avait l'air moins moisi. Mais du coup, il n'y a plus aucune diversité génétique dans cette lignée-là. On utilise une lignée clonale. Et effectivement, elle dégénère, elle est plus capable de se reproduire, elle a perdu sa fertilité. Et donc, elle va accumuler des mutations délétères, forcément. Pareil pour la moisissure bleue qu'on utilise pour faire du roquefort, un autre pénicillium. On a généré pendant des siècles des variétés différentes dans différents endroits du monde. Et très récemment, les producteurs ont sélectionné une lignée clonale qui est maintenant utilisée dans tous les fromages bleus du monde entier, sauf à Roquefort, où l'AOP en fait, a permis de garder un peu de diversité, parce que dans l'AOP, dans le cahier des charges de l'AOP, on était obligé d'utiliser les souches locales, donc ils n'ont pas pu reprendre ce clone mondial. Et donc c'est vraiment un vrai problème aussi, cette perte de diversité dans les systèmes, dans les agrosystèmes, où évidemment c'est pas durable sans diversité, il ne peut pas y avoir d'adaptation, il y a forcément de la dégénérescence. Donc il y a des approches scientifiques aussi qui essayent de toutes ces valeurs de la biodiversité, de ces services écosystémiques, est-ce qu'on peut les chiffrer pour essayer de convaincre des décideurs qui ne pourraient pas être décidés autrement? Donc évidemment ça a des aspects un peu gênants dans le sens où on va mettre des valeurs que sur les services qui nous rapportent directement quelque chose, donc c'est assez utilitariste, mais ça peut avoir une utilité pour convaincre certaines personnes. Et si on fait ça, on s'aperçoit que, en gros, les services que nous rend la nature, c'est la moitié du PIB mondial, c'est des chiffres effroyables. Donc, et après, il peut y avoir des surprises. C'est presque, par exemple, les systèmes côtiers, océans, les mangroves, qui rendent le plus de services écosystémiques, les tourbières, dont on ne se rend pas forcément compte de l'importance. Et un autre aspect hyper important de la biodiversité, c'est aussi vraiment cette idée que, en fait, on dépend de la biodiversité à plein de points de vue, et y compris pour notre santé. Par exemple, donc la plupart des nouvelles maladies humaines infectieuses, c'est des zoonoses, c'est-à-dire qui viennent d'espèces sauvages animales. Et plus on détruit la biodiversité ou on favorise les contacts avec des espèces sauvages, plus ça arrive. Le fait qu'il y ait de plus en plus de résistance aux antibiotiques et donc qui fait qu'on arrive moins à se guérir, c'est pas tellement parce qu'on en donne trop aux enfants, c'est parce qu'on en donne tout le temps au bétail. C'est pareil, pas en curatif, en préventif, juste pour qu'ils poussent un peu plus vite. Parce qu'on met trop de poissons, trop serrés, évidemment il va y avoir plein de maladies, et donc pour éviter ça, on donne des antibiotiques. Et donc évidemment, il y a de plus en plus de résistance aux antibiotiques. Et évidemment, ça va affecter la santé humaine. Et donc évidemment, tout le poison qu'on répand dans l'environnement affecte la biodiversité, tous les pesticides, mais aussi notre santé. On voit bien que de plus en plus, les nappes phréatiques sont polluées et commencent à dépasser les normes un peu partout. Donc, deux exemples sur cette santé globale assez récents. Donc, aux États-Unis, ils ont fait, je crois, l'année dernière, une étude vraiment assez exhaustive sur plein de comtés sur la disparition des chauves-souris à cause d'un champignon envahissant encore qui fait la maladie du nez blanc. Donc il y avait des comtés où les populations de chauves-souris s'effondraient et d'autres où elles arrivaient à se maintenir. Et dans les comtés où les populations de chauves-souris disparaissaient, il y avait de plus en plus de ravageurs sur les cultures parce que les chauves-souris mangent les ravageurs et en mangent en grande quantité. Et du coup, dans ces cas-là, les agriculteurs ont mis beaucoup plus de pesticides, ce qui n'a même pas rétabli les rendements, mais ça a fait augmenter les taux de cancer chez les enfants. Et donc, vraiment, le fait que la biodiversité disparaisse peut directement affecter la santé humaine. Un autre exemple, c'est les vautours qui ont disparu en Inde et qui ont directement augmenté les taux de décès chez l'être humain. Donc pareil, on peut se demander quel est le rapport. Donc les vautours ont disparu parce qu'on donnait un antalgique au bétail, pareil pour qu'il aille qu'il pousse un peu plus vite, qu'il ait moins mal. Et donc ça empoisonnait les vautours qui mangeaient les carcasses. Donc les populations de vautours se sont effondrées.
Donc ça a augmenté les populations de chiens sauvages et de rats qui mangeaient les carcasses qui restaient. Donc ça a fait augmenter la rage et qui a fait augmenter les décès chez l'être humain. Mais surtout, ça a fait augmenter les carcasses parce qu'ils étaient beaucoup moins efficaces que les vautours pour se débarrasser des carcasses. Du coup, les gens, pour se débarrasser des carcasses, les ont dissous dans d'horribles poisons, qui a complètement pollué l'eau et qui a fait augmenter très fortement les décès chez l'être humain. Et donc, globalement, tous ces insecticides et ces poisons qu'on répand dans l'environnement ont vraiment un impact fort sur la santé humaine. Monsanto a essayé de le cacher pendant des années, mais il le savait dès le départ que ça a un effet cancérigène. Le Roundup, par exemple, il a été de plus en plus attaqué. C'est pour ça qu'il a été vendu et revendu. Globalement, ces poisons sont hyper persistants dans l'environnement en plus. Ils ne sont pas dégradés très rapidement. Par exemple, l'agent orange que l'armée américaine a répandu pendant la guerre du Vietnam pour empêcher les populations locales de se cacher et pour les affamer, c'est encore dans l'environnement. Et encore 3 générations après, il y a plein d'enfants qui naissent avec des malformations à cause de cet herbicide qui avait été répandu et qui était déjà produit par Monsanto. Et donc on peut se demander, donc, il y a des pays qui pensent à des solutions juridiques, en général ceux qui ont été affectés, comme le Vietnam, ou après la catastrophe de Bhopal, où pareil, une usine d'herbicides avait explosé en Inde. Et a tué instantanément des milliers de personnes, mais continue à empoisonner et à faire des malformations des dizaines d'années après. Et la firme américaine n'a pas du tout été inquiétée. Donc, si on considère que tous ces services écosystémiques ont une importance quelconque pour les populations humaines, on peut se dire, donc il faut conserver la biodiversité. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les solutions? Donc une solution, on peut se dire, on regarde les espèces dont on a besoin et on essaye de les maintenir. Alors cette approche-là a quelques problèmes. Déjà, on ne sait pas de quelle espèce on aura besoin demain, dans quelle espèce on va trouver un nouveau médicament contre une nouvelle pandémie. Et surtout, un aspect de la biodiversité, c'est qu'il y a des interactions entre plein d'espèces. Chaque espèce est en interaction avec des dizaines ou des centaines d'autres. Donc si vous voulez conserver des abeilles pour la pollinisation, il faut aussi conserver les plantes dont elles dépendent, les oiseaux qui mangent leurs ennemis. Et donc on ne peut pas vouloir conserver une espèce sans globalement un écosystème en bonne santé. Un exemple classique, c'est dans le parc du Yellowstone, où les loups avaient disparu. Et ça avait fait disparaître des plantes protégées, des saules, et ça avait aussi fait disparaître des batraciens. On peut se dire, pourquoi l'absence du loup a un impact quelconque sur des batraciens? Dans ce système-là, assez simple. Le fait que le loup a disparu, ça a fait pulluler les wapitis qu'avant ils mangeaient. Du coup, ils mangeaient davantage les saules qu'on diminué. Du coup, il n'y avait plus d'arbres pour les castors, pour leur barrage, les castors sont partis. Il n'y avait plus de barrage, donc il n'y avait plus les mares pour les batraciens. Et effectivement, quand en 1994, on a réintroduit le loup, les wapitis ont baissé, les saules ont augmenté en abondance, les castors sont revenus et les batraciens sont revenus. Et donc, on ne peut pas conserver une espèce comme ça en dehors de son habitat, en dehors des autres espèces avec qui ils interagissent. Donc, il ne faut pas voir pareil la biodiversité comme une bibliothèque avec des livres. Et si on perd quelques espèces, quelques livres, c'est dommage, mais ce n'est pas très grave, il en reste d'autres. Une meilleure analogie de la biodiversité, c'est plutôt un avion où les espèces seraient les rivets des avions, les clous qui maintiennent ensemble les tôles. Et donc on peut perdre quelques rivets, quelques espèces. Globalement, l'écosystème fonctionne toujours jusqu'au moment où on perd le rivet de trop et tout explose. Et souvent, il y a des effets seuil, des effets de bascule dans la biodiversité, dans les services écosystémiques. Par exemple, si on regarde le pourcentage de plantes qui sont visitées par des pollinisateurs en fonction du pourcentage de pollinisateurs qui disparaissent, souvent on peut effectivement perdre quelques espèces, le service se maintient, et puis à un moment ça s'effondre, et on ne sait pas à quel moment, et après on ne peut plus revenir en arrière puisque les espèces ont disparu. Et donc une autre analogie de la biodiversité, c'est cette tour en bois, le jeu où on peut retirer quelques pièces et on ne sait pas à partir de quelle pièce manquante le système collapse.
Donc quelles sont les vraies solutions ? Donc une bonne nouvelle, c'est qu'on est 100% du problème. Hein. Quand on regarde le dérèglement climatique, par exemple, c'est directement corrélé à nos émissions de CO2. Donc on est aussi 100% de la solution. On n'est pas encore au collapse. Et donc on peut encore faire quelque chose. Donc j'espère qu'à ce stade, vous aurez compris que, évidemment, les banques de graines comme au Svalbard ou des zoos, c'est pas des bonnes idées. Même si on arrive à conserver quelques semences, si on n'a pas des sols fertiles, si on n'a pas les pollinisateurs, ça servira à rien s'il fait trop chaud. Donc on a dépassé un peu la vision en arche de Noé où il suffisait d'un mâle et d'une femelle d'espèces animales pour arriver à conserver la biodiversité. Ce qu'il faut conserver, hein, c'est pas que quelques espèces, c'est toutes ces interactions, cette dynamique de la biodiversité, cette capacité à évoluer et les interactions entre espèces. Est-ce qu'on peut se faire aider un peu de progrès technologiques, par exemple CRISPR-Cas9 qui permet de plus finement et plus efficacement manipuler le génome. Est-ce qu'on peut vraiment arriver à faire par exemple déséteindre des espèces, hein. Vous connaissez cette boîte qui a levé $1 milliard pour déséteindre le mammouth et le dodo. Alors on peut se dire, pourquoi pas, en plus d'autres approches. Déjà, ils n'auront pas déséteindre le mammouth, hein. Ils vont faire un éléphant avec des poils un peu plus longs. Ils vont faire ça sur quelques individus, donc il n'y aura pas de diversité génétique. Ils peuvent faire ça sur quelques espèces, mais pas sur toutes les bactéries, les champignons dont on a besoin dans les sols et dont on ne connaît même rien. Et donc non seulement ça ne sert à rien, mais ça participe du déni de se dire bon, c'est pas grave, on peut continuer comme avant, on aura une solution, à la fin on saura les déséteindre quand ça sera trop tard. Non, ça ne marchera pas. Est-ce qu'on peut quand même s'aider des OGM pour nourrir la planète, pour la soigner en mettant des vaccins dans des fruits, en utilisant le riz doré où il y a des vitamines, ou pour réduire des pesticides en faisant des plantes résistantes? Pareil, tout ça, ça participe du déni, de se dire non, il faut changer les agroécosystèmes et mettre moins de pesticides. Mais c'est pas les OGM ne font que prolonger cette agriculture hyper intensive qui est partie du problème. Le riz doré qui, soi-disant, apporte des vitamines aux petits Africains. Déjà, il faut en manger des quantités astronomiques pour avoir assez de vitamines. Ça pousse pas bien. Personne n'a voulu le planter parce que ça pousse pas assez bien. Et quand on regarde ce qui est vraiment dans les pays qui ont autorisé les OGM, 88% des OGM qui sont plantés dans ces pays, c'est des plantes résistantes aux herbicides. C'est-à-dire, et donc évidemment, ça augmente la quantité d'herbicides qui est répandue. L'idée, c'est que vous plantez du maïs résistant aux herbicides, du coup, vous n'avez pas besoin de désherber, vous mettez plein d'herbicides, ça désherbe pour vous, donc ça fait un peu moins de travail, mais c'est pas hyper important, et surtout, vous mettez encore plus de pesticides. Et effectivement, dans tous les pays où les OGM ont été autorisés, les quantités d'herbicides ont été augmentées. Le rendement n'a pas augmenté, ça appauvrit la biodiversité parce qu'il y a moins de variétés qui sont plantées avec moins de génotypes à l'intérieur. Et ça participe du déni de se dire on peut continuer, on trouvera toujours une plante, on arrivera à faire des plantes résistantes à la sécheresse, résistantes aux pathogènes. Et en plus, c'est surtout à quoi servent les OGM? Ça sert à breveter plus facilement le vivant, et ça brevette tout le génome et pas seulement le gène qu'on a fait. Et donc un exemple assez frappant récent, c'est un OGM qui a été fait avec une tomate violette. Et il y a aussi un petit semencier qui a fait une autre tomate violette, ils ont dit sans OGM, sans CRISPR-Cas9. Mais donc Norfolk a attaqué en justice Baker Creek en disant qu'il leur avait volé leur OGM. Le problème, c'est que personne n'est capable de dire qui a raison. Parce que justement, CRISPR-Cas9 laisse pas de traces, qu'on est incapable de dire s'ils ont volé le transgène ou pas. Et donc, globalement, ça permet à des grosses boîtes avec plein d'argent qui vont faire des OGM, en fait, pouvoir attaquer, intimider et faire disparaître des petits semenciers. Et s'approprier le vivant, l'ADN. Donc, quelles sont les vraies solutions? C'est simple, on connaît les causes, donc il faut faire disparaître les causes, arrêter de mettre des pesticides, arrêter de réchauffer la planète, arrêter les destructions d'habitats et la surexploitation. Il n'y a pas d'autre solution.
Et il faut faire attention à l'effet Rubik's Cube. Ce serait de se concentrer sur une phase du Rubik's Cube qui serait le dérèglement climatique. On a plein de défis à relever, y compris celui de la biodiversité. Or, il y a des solutions. Si on se concentre sur une phase du Rubik's Cube, on risque de dérégler encore plus les autres phases. Et il y a effectivement des solutions qui sont bonnes pour le climat, qui décarbonent l'énergie, mais qui sont une catastrophe pour la biodiversité, comme ces énormes fermes photovoltaïques qui sont même en France en train d'être installées en détruisant des habitats naturels. Donc les bonnes solutions, c'est des solutions fondées sur la nature qui utilisent le vivant pour trouver des solutions, comme le stockage du carbone par des écosystèmes et pas par des solutions technologiques. C'est retrouver tous les services écosystémiques que nous rendait le vivant et qu'on a, par exemple, toutes les rivières qu'on a rendues rectilignes, alors que justement c'est ça qui protégeait contre les inondations, revégétaliser contre l'érosion, contre les inondations. Et donc, il y a une étude récente qui a été faite par le même laboratoire dans les Alpes et qui a montré que c'était rentable, ces solutions fondées sur la nature, par exemple, de végétaliser en ville ou de remettre des rivières moins rectilignes, et que globalement, on était gagnant même financièrement, que pour 1 euro investi dans ces solutions fondées sur la nature, on récupérait près de 3 euros. Et donc il y a de plus en plus de solutions qui essayent d'être mises en place, comme c'est ville éponge, utiliser les vivants pour résoudre nos problèmes. Et donc pour arriver à régler le dérèglement climatique, les pesticides, etc. Donc il faut évidemment des accords globaux, parce que sinon c'est un peu le dilemme du prisonnier, le fait qu'on dit si un pays émet plus de CO2, ça impacte toute la planète, donc chaque pays se dit pourquoi moi je ferais des efforts alors que les autres n'en font pas. Et donc c'est pour ça que la seule façon de sortir du dilemme du prisonnier, c'est les accords globaux, en punissant les tricheurs et en attribuant les subventions, par exemple, vers des activités qui détruisent pas la biodiversité et le climat. Or, par exemple, la PAC actuellement subventionne beaucoup plus l'agriculture intensive que l'agriculture biologique, alors que c'est exactement le contraire qu'il faudrait faire. Et s'appuyer aussi sur les lois et les réglementations et les droits de la nature. Et donc évidemment, on ne pourra pas sortir de la sobriété. C'est une des solutions de consommer moins, utiliser moins les ressources. Et c'est pas possible autrement. Si, on peut estimer, les Français par exemple utilisent chaque année 2,73 planètes de la quantité de ressources diverses que la planète est capable de régénérer en un an. On en utilise 2,73 fois plus. Donc c'est juste pas durable, c'est juste pas viable. Et là, il y a des modes de vie qui permettent de pas utiliser plus que ce que la planète est capable de renouveler en un an. Et il y a aussi évidemment, c'est accouplé à des solutions individuelles et à des actions individuelles. Donc, pareil, moins consommer, consommer bio évidemment pour éviter que les pesticides soient répandus. Et ça, globalement, permet de renforcer la filière. Moins de viande parce qu'il faut 4 fois plus d'espace agricole pour une calorie animale par rapport à une calorie végétale. Ça consomme plus de CO2. Donc ça, c'est un levier hyper efficace. Par exemple, si on réduisait ne serait-ce que par 2 notre consommation de viande en France, on arriverait à ce qu'on avait dit pour l'accord de Paris. Donc c'est un levier extrêmement efficace. Évidemment, aussi prendre moins l'avion, etc. Et se mobiliser, évidemment, à un niveau individuel. Et donc une bonne nouvelle aussi, c'est cette capacité de régénération du vivant, contrairement peut-être au climat ou au CO2 qui va continuer à avoir des impacts pendant très longtemps, même si on arrête d'en émettre. Le vivant a une capacité intrinsèque à se régénérer très vite si on n'empoisonne pas trop l'environnement et on ne détruit pas trop les habitats naturels. Et une autre bonne nouvelle, c'est que les actions qui sont bonnes pour la biodiversité sont bonnes pour notre santé. Donc ça serait un peu dommage que ce soit le contraire. Mais non, manger bio fait vraiment
disparaître de 25% le risque de cancer. Manger moins de viande fait aussi un effet extrêmement important sur la santé. Donc il y a toutes les bonnes raisons pour s'y mettre. Donc voilà, j'ai fini. Et donc effectivement, et j'ai un livre qui sort, qui essaye d'expliquer tout ça en infographie le 12 mars.